Vous, j'ai partagé avec vous la diapo. Est-ce que c'est visible pour vous? Oui, monsieur. C'est Oui, bon? monsieur. Oui. Parfait. OK. Alors, donc, je vais juste... j'espère que j'ai enregistré. Oui, voilà. C'est en cours d'enregistrement. Parfait. Alors, donc, bienvenue à cette deuxième séance du module gestion financière au profit des étudiants du semestre 5 gestion. Donc, lors de la séance précédente, on a déroulé un certain nombre de concepts fondamentaux et comme il y avait des soucis de connexion, je vais revenir rapidement avant de passer à la décision d'investissement. Donc, on avait dit que l'objectif de la finance étant de maximiser la richesse pour l'entreprise à travers un certain nombre de principes. D'abord, le principe de l'investissement qui permet aux entreprises d'investir dans des projets rentables. Le principe de financement à partir duquel l'entreprise doit faire un mix de ressources, une structure financière combinant capitaux propres et de financement qui va permettre d'optimiser le coût de financement des projets d'investissement entrepris par l'entreprise. Et le troisième principe, c'est le principe de distribution par le biais duquel l'entreprise va verser à ses associés une partie ou la totalité des bénéfices réalisés, bien sûr, sous forme de dividendes. Le dernier principe, bien sûr, il influence les deux précédents, à savoir l'investissement ou le financement, dans la mesure où l'entreprise ne va procéder à la distribution de dividendes que si elle n'a pas d'opportunité d'investissement, de développement intéressante. Dans le inverse, c'est-à-dire dans le cas où l'entreprise est en projection d'investissement et a des possibilités de développement, elle va retenir les résultats dégagés pour les réinvestir. D'accord? Et bien sûr, le réinvestissement, il est fait à travers quoi? À travers l'autofinancement qui correspond à quoi? Aux résultats des années passées que l'entreprise a distribué. La distribution va avoir lieu, comme je vous ai dit, dans le cas où il n'y a pas d'opportunité d'investissement intéressante. Et donc, pour satisfaire les associés, pour je dirais, les rétribuer, les rémunérer par rapport à leur investissement, d'accord, leur investissement financier, l'entreprise va procéder à la distribution de dividendes. Maintenant, j'insiste quand même sur un détail qu'on avait évoqué la séance précédente et qui est important à mon sens et que vous devez, sur lequel vous deviez être sensibilisé. C'est le dosage capitaux propres dette de financement. Bien sûr, chaque ressource financière, elle coûte de l'argent pour l'entreprise. Il n'y a pas de ressources gratuites. Les dettes de financement, elles coûtent à l'entreprise des intérêts. Un emprunt bancaire, il coûte des intérêts. Un emprunt coupon annuel. D'accord? Toute ressource financière, elle coûte de l'argent. Les capitaux propres, ils coûtent pour l'entreprise. Soit que le coût des capitaux propres n'est pas enregistré comptablement. Et donc, on a tendance à croire que les capitaux propres constituent une ressource gratuite pour l'entreprise. Or, ce n'est pas le cas. D'accord? Parce que les investisseurs actionnaires ne vont
engager de l'argent ne vont investir dans une entreprise, d'accord, que s'ils s'attendent à une rémunération intéressante. D'autant plus que c'est les actionnaires ou les associés qui subissent le risque majeur lié à l'activité ou aux activités de l'entreprise. Pourquoi? L'entreprise, vis-à-vis de tous les partenaires, elle va normalement les payer au fur et à mesure. À chaque fois qu'un prestataire ou qu'un partenaire ou qu'un fournisseur va livrer une prestation, il va être payé. Les salariés, à chaque fin de mois, ils vont être payés. Les bailleurs de fonds, par exemple, une banque, elle va emprunter de l'argent à l'entreprise. Chaque période, il va se faire rembourser et il va se faire rémunérer par des intérêts fixes sans je dirais, sans qu'il se soucie des résultats dégagés par l'entreprise ou par les clients de la même manière. Pardon, bien sûr, les clients, ils sont partenaires de l'entreprise, mais je voulais dire fournisseurs. Les fournisseurs, ils vont livrer des marchandises, ils vont livrer des prestations et ils vont encaisser leur, je dirais, le montant correspondant à ces prestations-là. Donc, qui ne va pas être payé pendant tout ce temps-là? Les associés. Pourquoi? Parce que les associés ne vont être rémunérés que sur le résultat, que sur le revenu, que sur ce qui va rester. D'accord? Donc, l'entreprise va dégager des revenus et elle va débourser, elle va payer des charges, elle va payer des prestations, elle va dépenser. Et s'il en reste quelque chose, à ce moment-là, ça va revenir aux associés. Mais quand l'entreprise va payer l'administration des impôts en fin de compte, le résultat net qui va rester, celui-là, il appartient bien évidemment aux associés. Maintenant, ça suppose que ce résultat-là soit bénéficiaire. S'il n'en reste rien, voilà, les associés ne vont rien encaisser. Si même le résultat déficitaire, il va être retranché des capitaux propres qui appartiennent aux associés. Et donc, l'associé, non seulement il risque de ne pas être rémunéré, mais il risque également de perdre son capital en partie en totalité. Raison pour laquelle un associé ne va investir son argent dans une entreprise que s'il va s'attendre à une rémunération qui est associée ou indexée au niveau de risque qu'il entreprend, relativement aux autres parties prenantes. D'accord? Et donc, généralement, pour ces raisons-là, le coût des capitaux propres, il est plus important que, bien sûr, sur le plan financier. Le coût des capitaux propres, il est plus important, plus élevé que le coût des autres ressources financières. D'accord? Pourquoi? Parce que, comme on avait dit la séance dernière, les actionnaires, c'est des créanciers résiduels. Ils vont être rémunérés, ils vont être payés. S'il en reste quelque chose, s'il n'en reste rien, voilà, c'est un risque qu'ils étaient prêts à prendre dès le moment où ils avaient investi leur argent dans l'entreprise. Donc, partant de là, vous allez me dire, mais bon, si c'est le cas, une entreprise peut se financer à 100% par dette. Puisque l'emprunt bancaire, il peut être, je dirais, levé à un taux d'intérêt, par exemple, de 5%, 6%. D'autre côté, on va trouver que l'associé, pour investir son argent dans une entreprise, il va exiger maintenant une rémunération annuelle de 15 à 20%. D'accord? Donc, pourquoi pas financer l'entreprise intégralement par dette? Bien sûr, on fait abstraction des aspects juridiques de propriété, etc. Mais aucun bailleur de fonds, aucune banque ne sera prête
à financer une entreprise à 100%, à 95%, à 90% même. Pourquoi? Parce qu'il dit à partir du moment où une entreprise est créée, où un projet est entamé, il faut que les promoteurs de ce projet-là y croient. Et comme signe de confiance dans leur projet, les investisseurs doivent s'immiscer dans le financement en apportant des capitaux propres. Ben, s'il apporte 25 à 30%, oui. Donc, ça montre qu'ils ont confiance dans leur projet parce que si, par exemple, un projet va coûter 10 millions de dirhams, et s'il apporte 3 millions de dirhams les associés, ou au moins 2 millions, 2 millions 5, ils croient au projet. Et donc, à ce moment-là, elle va être encouragée je dirais, à investir ou à cofinancer ce projet d'investissement. En revanche, quand un investisseur va venir demander 100% de financement, aucune banque ne va l'accepter. D'accord? Bien sûr, on fait abstraction faite d'un certain nombre de cas particuliers, etc., etc., mais je parle vraiment d'un point de vue rationalité, je dirais, des agents économiques. Et c'est pour ça, dans notre cours l'année dernière d'analyse financière, quand vous avez étudié les ratios financiers, les ratios que vous avez étudié les ratios de structure financière. Et maintenant, le ratio dette de financement sur total financement permanent, on vous a dit que ce ratio-là ne doit pas être supérieur à 75 à 80%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la structure maximale qui peut être supportée par ou qui peut être prise en considération et acceptée par une banque, c'est une structure financière où les actionnaires vont apporter 20 à 25%, la banque va apporter 75 à 80%. Au même, sinon, on est sur des structures financières de 30 à 35% capitaux propres et 65 à 70% associés. Donc, en quelque sorte, un tiers, deux tiers. D'accord? Et donc, il faut qu'il y ait ce dosage de capitaux propres, dettes, de financement. Pourquoi? Pour, un, rassurer les banquiers, les pourvoyeurs de fonds, d'accord? Parce qu'on ne peut pas avoir de financement à 100% par dette. Et il faut optimiser au maximum la structure financière. Pourquoi? Parce que le coût des dettes de financement est nettement inférieur au coût des capitaux propres. D'accord? Une dette qui vous dit comme, je peux prendre un crédit à 5-6%, voilà. Par contre, un associé, il va exiger maintenant 15 à 20% de rémunération annuelle. Donc, j'ai besoin des capitaux propres, mais je ne vais pas engager maintenant 80% de capitaux propres. Non, parce que finalement, le coût financier qui va être supporté va être élevé et peut même asphyxier le projet. Donc, c'est pour ça qu'il faut être sur un dosage équilibré qui va d'une part rassurer les bailleurs de fonds et d'autre part optimiser le coût financier du projet. Bon, ça, c'est juste pour vous sensibiliser par rapport à cette question de structure financière, de dosage capitaux propres, dette de financement, mais c'est des choses sur lesquelles on va y revenir dans le détail. Ensuite, j'avais insisté sur un certain nombre de références bibliographiques, d'accord? C'est des références bibliographiques qui touchent au domaine de la gestion financière à proprement parler par rapport au contenu de ce module-là, et également des références bibliographiques relatives aux mathématiques, au calcul financier. D'accord? Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on sera amené à faire des calculs, on va faire référence à des formules de mathématiques financières. Et donc, il faut vraiment que vous révisiez
je dirais, vos connaissances et que vous mettiez à niveau vos connaissances en mathématiques financières. Mais quand c'est relatif à l'actualisation, à la capitalisation, à l'annuité, au taux d'intérêt, à la valeur actuelle, à la valeur capitalisée. Ces aspects-là, ils doivent être maîtrisés parce que ça constitue un préalable pour ce qu'on sera amené à voir, Inch'Allah. Après, j'arrive aux objectifs de ce cours-là, d'accord? Et donc, bien sûr, après cette introduction, l'objectif de ce module-là consiste à répondre à deux questions majeures. Première question, comment faire pour choisir les bons projets d'investissement? Pourquoi? Parce qu'une entreprise, elle va être, je dirais, confrontée à différentes possibilités d'investissement. Et donc, elle doit choisir parmi ces possibilités celles qui sont les meilleures. D'accord? Donc, pour le faire, il faut se baser sur il faut se baser sur les il faut se baser pardon sur il faut se baser sur des critères que nous allons détailler. Et donc, il y a toute une démarche qui doit être suivie. Alors, là, bien sûr, dans ce cadre-là, pour répondre à cette première question, on sera amené Monsieur, on voit bien. Monsieur, on ne voit plus l'écran. Les principaux paramètres déterminants d'une décision d'investissement. Et par la suite, on va voir quels sont les principaux critères sur lesquels on doit se baser pour, je dirais, le choix ou la classification des projets d'investissement. Monsieur, on voit rien. Je dirais, via ces critères-là, en favorisant les projets les plus rentables. Monsieur? La deuxième question majeure, c'est comment choisir les modalités de financement optimales. Monsieur, on voit rien. Monsieur, l'écran. Il doit être traité qu'une fois on est sûr de la faisabilité opérationnelle du projet. Et donc, à ce moment-là, on va attaquer la question du financement. Comment on va financer ce projet d'investissement? Les ressources les moins. D'accord? Bon, déjà, on va à ce moment-là dérouler les principales modalités de financement de l'investissement et on va voir comment on calcule le coût associé à chaque modalité de financement. D'accord? On va voir comment on mesure le coût financier des emprunts bancaires, le coût financier des capitaux propres, le coût financier des modalités de financement leasing, des emprunts obligataires, des comptes courants d'assurance. Et dans un deuxième temps, bien sûr, on va voir comment on va mesurer le besoin de financement. Voilà les différentes modalités auxquelles recourir pour financer mon projet d'investissement. Maintenant, j'ai besoin de combien d'argent pour financer mon projet? Besoin de financement. Et donc, ce besoin de financement, on va, je dirais, l'évaluer, le préciser à travers le plan de financement. Le plan de financement, c'est un document qui est réparti en deux blocs. Un bloc où on renseigne les emplois, c'est-à-dire les parties prévisionnelles d'argent, et un autre bloc où on renseigne les ressources, c'est-à-dire les entrées liées au projet. Et à travers le calcul de l'écart entre les ressources Le diapo n'est pas actif, s'il vous plaît. Le besoin de financement lié au projet. Non seulement
Monsieur, les fonds n'est pas activé. Mais également, à quel moment j'aurai besoin de 5 millions au démarrage du projet. J'aurai un besoin supplémentaire à la fin de la première année de 1 million de dirhams. J'aurai un besoin de la deuxième année. Je vais avoir des excédents d'euros. Comme ça, Mobilisés dans d'autres projets d'investissement. D'accord? Et donc, c'est cette démarche-là qu'on va suivre, bien sûr, et qui dit, cette démarche-là dit qu'on sera vers ces deux questions majeures, on va avoir dans notre cours une grande partie. Une partie relative à la décision d'investissement et aux critères de choix des projets d'investissement, et une deuxième partie relative aux modalités de financement et plans de financement. D'accord? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de dire? Monsieur, Oui, déjà, on voit rien, monsieur. Il n'y a Pardon? pas d'écran. on voit plus Pas l'écran. d'écran. Pas d'écran. Ok, alors je reprends la page. Maintenant, Non, rien. Pas encore. voilà. Maintenant, c'est Bien, bon. bien, bien. Elle est partie. Alors, Non, non, non. et ça, Pas de diapo. non, ça va. On essaie encore une fois. Voilà. C'est Ah, bon. c'est bon. monsieur. Oui, monsieur. Voilà. Alors, donc, voilà, c'est donc dans le cadre de ce module-là, il faut que qu'on puisse être en mesure à la fin de ce semestre-là de répondre à deux questions majeures. La première question, comment choisir les bons projets d'investissement? Et la deuxième question, comment choisir les modalités de financement optimales, les moins coûteuses? D'accord, monsieur. Donc, partant de là, on va, je dirais, rentrer dans le vif du sujet et voilà, déjà, on va procéder à un certain nombre de définitions préalables qui vont, je dirais, nous permettre de nous mettre d'accord un certain nombre de concepts. D'abord, la notion de décision d'investissement. Bien sûr, l'investissement, c'est quoi? C'est des dépenses qu'on va faire à un moment donné pour s'engager dans un projet à partir duquel on escompte recevoir des recettes dans le futur. Donc, c'est des dépenses immédiates, certaines. Je sais que par exemple, fabriquer des vêtements ou pour tisser des vêtements, je dois construire une usine, je dois installer du matériel. Tout ça, ça va me coûter. Je sais que les constructions, ça coûte par exemple 2 millions de dirhams. Les équipements, ça coûte 1 million de dirhams. Donc, je sais que j'ai une dépense presque certaine de 3 millions de dirhams que je dois engager immédiatement.
Monsieur. dans l'espoir de recevoir des avantages dans le futur ou dans l'espoir de recevoir des revenus dans le futur. Et donc là, une des caractéristiques de la décision d'investissement, c'est qu'elle engage l'entreprise sur du moyen, sur du long terme. Donc, on va dépenser immédiatement avec un espoir de recevoir des recettes dans le futur. Les dépenses sont presque certaines, les recettes sont certaines. Prenons un exemple simple que vous avez dû tous et toutes constater. Dans la période de confinement, à partir du 15 mars, Oui, monsieur. peut-être à côté de chez vous, il y a des commerces qui venaient de démarrer. Comme chef مثلا, quelqu'un en train d'aménager un restaurant, un café. Il a investi de l'argent. Ils savaient au départ que pour aménager le local, ça va lui coûter 500 000, 600 000 dirhams. Il a acheté le local à 2 millions de dirhams. Et le jour où il allait commencer à commercialiser, à exercer son activité, voilà, le confinement a été décrété. Fermeture de tous les commerces. D'accord? Donc, ce caractère incertain des recettes, c'est vraiment un point majeur auquel il faut prêter attention dans le cadre de la décision d'investissement. Bien sûr, on a un exemple à une échelle micro. Et ça s'est produit auparavant dans plusieurs pays. En 2010-2011, le printemps arabe. Pendant le temps, j'étais dans le salariat. Et je travaillais dans un groupe international. Donc, ce groupe-là, il avait décidé, à l'échelle internationale, d'ouvrir des antennes dans des pays, comme l'Égypte. Ils ont ouvert une antenne, vraiment une plateforme où ils avaient 2000 ou 2500 collaborateurs. En fin 2009, début 2010. C'était vraiment un investissement de grande envergure. Du jour au lendemain, printemps arabe ou automne arabe, peu importe, voilà, l'Égypte et bien évidemment d'autres pays étaient vraiment considérés comme, je dirais, des pays à fort potentiel d'investissement et de développement, ont été vraiment bousculés et le cas de ce groupe-là, il a dû céder son projet à un prix symbolique, juste pour se désengager, voilà, pour éviter de continuer à payer des dépenses comme ça. Vraiment, un projet qui a coûté les yeux de la tête. Et du jour au lendemain, on le sait parce que, voilà, finalement, c'est ce à quoi on s'attendait en termes de recettes, en termes de revenus, on n'a pas pu le réaliser en définitive. Et donc, cette incertitude liée à la décision d'investissement, c'est vraiment une des caractéristiques marquantes de la décision d'investissement et qui doit être prise en considération avec beaucoup de sensibilité. C'est pour ça qu'il faut évaluer de la façon la plus précise possible les dépenses. On va se baser sur un certain nombre d'hypothèses prévisionnelles. Donc, ces hypothèses-là, s'ils sont trop optimistes, s'ils ne sont pas réalistes, alors on est juste en train de doper un projet artificiellement. Et en fin de compte, même si ça va être engagé, ça ne va pas être rentable au même temps qui a été estimé au départ. Et donc, il faut vraiment
mesurer les différents flux liés à un projet, les flux de dépenses ou les flux de recettes, de la façon la plus précise possible. Alors, on va être confronté dans la réalité à différentes catégories de projets d'investissement. D'accord? Et pour chaque catégorie de projet d'investissement, on va avoir, je dirais, des traits déterminants qui vont les distinguer des autres catégories. Donc, par exemple, on va, je dirais, trouver par exemple des investissements qu'on appelle des investissements de développement ou de croissance. Ces investissements-là, ils ont pour objectif d'augmenter les capacités de production ou de distribution de l'entreprise dans la même activité. Par exemple, aujourd'hui, j'ai une usine qui a une capacité de production de 10 000 articles par an. Et j'anticipe une augmentation de la demande sur mes produits. Où là, j'ouvre maintenant, je dirais, des antennes de partenariat ou de collaboration dans d'autres pays, maintenant d'Afrique. Et donc, à partir de l'année à venir, voilà, j'aurai la possibilité d'écouler, par exemple, 25 000 articles par an. Okay? Et donc, pour pouvoir subvenir à la demande croissante du marché dans lequel j'opère, qu'est-ce que je vais faire? Je vais procéder à une augmentation de mes capacités de production. À travers quoi? À travers, par exemple, l'installation d'une autre chaîne de production. Pour ramener mes capacités de production de 10 000 à 25 000, voire à 30 000. Donc ça, c'est des investissements de développement. Aujourd'hui, par exemple, j'ai un réseau de distribution qui est installé dans maintenant les principales villes du royaume, les grandes villes. Et je vois qu'il y a un potentiel de développement de mes ventes dans certaines régions dans lesquelles je ne suis pas présent aujourd'hui. Donc, je vais ouvrir, par exemple, un point de vente dans la ville d'Agadir, où je ne suis pas présent. Je vais ouvrir un point de vente, un autre point de vente dans la ville de Tanger, où je ne suis pas présent actuellement. Et donc, ces investissements-là, c'est des investissements de développement, mais de quoi? De capacité de distribution. D'accord? Au lieu d'être présent que, par exemple, sur Casablanca, l'axe Casaraba, je vais élargir mon réseau de distribution pour couvrir davantage de régions, davantage de villes. Donc ça, c'est des investissements de développement de capacité de distribution. Donc, à chaque fois qu'on va être dans des investissements qui vont permettre d'augmenter mes capacités de production ou de distribution dans la même activité, on parle dans ce cas-là d'investissement de développement. On a une deuxième catégorie d'investissement qu'on appelle investissement de remplacement. Bien sûr, ces investissements de remplacement ont pour objectif de remplacer un matériel devenu obsolète, devenu ancien, mais également obsolète, c'est surtout, ça fait référence aux aspects technologiques, ou anciens par rapport à d'autres équipements qui sont plus performants, plus neufs. Donc, l'objectif des investissements de remplacement, généralement, ce n'est pas le développement. Peut-être on peut avoir un investissement de remplacement qui va me permettre en même temps de développer mes capacités de production maintenant. Mais l'objectif principal, c'est de pouvoir optimiser les coûts d'exploitation. Maintenant, un matériel qui est totalement amorti. D'accord? Je l'ai acquise il y a plus que 10 ans. Et donc aujourd'hui, à chaque fois, ce matériel, il tombe en panne, je dois débourser des frais d'entretien, des pièces de rechange, voilà. Et donc, la maintenance, les coûts de la maintenance sont de plus en plus importants. Donc, pour optimiser l'exploitation, d'accord, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer ce matériel-là devenu obsolète par un autre matériel neuf qui va fonctionner normalement, sans interruption. Et donc, ça va nous permettre au passage d'économiser les frais ou les charges liées à la maintenance, par exemple, de l'appareil de production. Donc, ça, c'est des investissements de remplacement. Bien sûr, des fois, à l'occasion d'investissements de remplacement,
je vais remplacer un matériel ancien par un nouveau matériel. En même temps, je vais pouvoir, je dirais, augmenter mes capacités de production. Cet ancien matériel permettait une capacité de production de 5 000 articles. Je vais remplacer par un nouveau qui va, je dirais, me permettre une capacité de production de 15 000 articles. D'accord? Donc, en même temps, c'est un investissement de remplacement et de développement. On a les investissements de productivité. Bon, ces investissements de productivité, bon, généralement, ils ont pour objectif de réduire les coûts d'exploitation, d'accord, et d'améliorer la productivité et la qualité des produits de l'entreprise. Par exemple, une entreprise aujourd'hui, maintenant, elle utilise maintenant le, comment dire, ils utilisent le réseau d'électricité voilà, de la Ligitech ou du distributeur d'électricité de la région dans laquelle il est installé. Normal. Plus faible. Comme maintenant l'énergie renouvelable, comme maintenant l'énergie solaire, ou là maintenant à travers une énergie qui est générée à travers un réacteur nucléaire ou autre. Donc là, c'est un investissement de productivité. Donc on va installer maintenant des plaques, je dirais, solaires qui vont générer de l'énergie. C'est un investissement de productivité. Je vais procéder à un investissement pour réduire mes coûts d'exploitation. Et on a également ce qu'on appelle des investissements de restructuration. L'entreprise, par exemple, pour relancer son activité, qui est, pour se repositionner sur son secteur d'activité ou pour conquérir de nouveaux secteurs ou de nouveaux domaines, elle va, je dirais, procéder à ce qu'on appelle des investissements de restructuration qui vont lui permettre soit de transiter d'un secteur à l'autre ou de relancer ses activités dans le même secteur où elle était présente. Donc, on a différentes catégories d'investissement et pour chaque catégorie d'investissement, il faut qu'on soit sensibilisé aux traits caractéristiques, voilà, de chacune de ces, ou de chacun de ces projets, chacune de ces catégories d'investissement pour bien détailler ensuite les différents flux qui vont avoir lieu. Maintenant, un investissement de remplacement, je ne vais pas le comparer à un investissement de développement. Je ne vais pas l'assimiler à un investissement de développement. Pourquoi? Parce que dans un investissement de remplacement, attention, alors je remplace un matériel existant par un matériel neuf. Donc, mon investissement, c'est le surplus qui va être investi parce que le matériel ancien, peut-être, il va être vendu à 2 millions de dirhams. Le nouveau, il va être acheté à 6 millions de dirhams. Donc, le coût de l'investissement, ce n'est pas 6 millions de dirhams. C'est 6 millions de dirhams moins les 2 millions de dirhams. D'accord? Donc, pour chaque catégorie d'investissement, il y a des traits caractéristiques qui doivent être prises en considération pour pouvoir estimer les flux de recettes et de dépenses de la façon la plus précise possible. Prenons quelques profils d'investissement et regardons comment vont évoluer les flux. Maintenant, voilà un investissement maintenant dans un terrain ou dans un investissement en bourse, achat d'actions. Donc, l'investisseur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va investir au départ son argent, donc c'est un flux de dépenses pour acheter le terrain ou pour acheter des actions. Il va les garder pendant un certain moment, il ne va pas y avoir,
ni recettes, ni dépenses. Et au moment de la cession de ce terrain-là, il va dégager un flux de recettes. Bien sûr, potentiellement, ce flux de recettes, il est supérieur au flux de dépenses initial. Et son revenu, ou sa marge, ou le rendement au titre de ce projet-là, va correspondre à la différence entre le montant de la recette encaissée en fin de projet et le montant de la dépense initiale. Une deuxième catégorie d'investissement, par exemple, quelqu'un qui a maintenant des excédents de ressources, il va les placer dans le marché boursier ou dans le marché monétaire, dans des titres de créances négociables ou dans des obligations. Donc, il va souscrire à une obligation maintenant à 100 000 dirhams sur une durée de combien? De 7 ans. Et donc, pendant les 7 années, il va toucher ce qu'on appelle des coupons, des intérêts, d'accord? Des coupons fixes. Par exemple, pour une obligation d'une valeur nominale de 100 000 dirhams, le souscripteur, chacun, il va toucher 5%. Donc, il va toucher 5 000 dirhams. Donc, il va toucher 5 000 dirhams par an pendant 7 ans. La 7e année, on est sur une obligation à maturité de 7 ans. La 7e année, il va toucher le coupon de la 7e année, plus le remboursement je dirais, au titre du montant de l'obligation qu'il avait avancé au départ. Il a prêté de l'argent, d'accord? Donc, il va se faire rembourser le montant de l'obligation plus les coupons de la dernière année. Donc, c'est des flux de recettes fixes sur la durée. On a des fois des investissements industriels ou logistiques qui vont se caractériser par une dépense au départ importante. On peut avoir des dépenses supplémentaires si le projet est loti sur plusieurs périodes, d'accord? Et au fur et à mesure que l'entreprise va développer son projet, elle va optimiser ses charges et donc les flux de recettes nettes vont augmenter. Et au-delà d'une certaine période, puisque le projet ou le matériel va devenir obsolète, il va y avoir une augmentation des coûts d'exploitation, des coûts de maintenance, ce qui fait que les flux de recettes vont baisser jusqu'à la fin du projet. Et à la fin du projet, soit l'investisseur va toucher, je dirais, au moment où il va se désengager du projet d'investissement, soit il va, je dirais, vendre ce projet-là. Maintenant, elle me dit du matériel qui est devenu obsolète, ça y est, je l'ai exploité pendant 10 ans, je vais le vendre. Je vais le vendre à une valeur maintenant résiduelle. Je l'ai acheté à 1 million de dirhams au départ, je l'ai exploité pendant X années, il est totalement amorti, je vais le vendre à 50 000 dirhams, par exemple. D'accord? Donc ça, c'est une recette supplémentaire qui peut avoir lieu à la fin du projet quand il y aura la valeur résiduelle ou la valeur terminale liée le projet. Des fois, on est amené à dépenser à la fin du projet, obligatoirement. Maintenant, une cimenterie. Une société de ciment qui va ouvrir maintenant, qui va installer maintenant une cimenterie dans une région. Généralement, les cimenteries sont installées dans des régions rurales, en fonction de la qualité des roches, voilà, etc., etc. Ils choisissent un endroit, ils installent l'usine, voilà. Alors, bien sûr, le process de fabrication du ciment consiste à, je dirais, extraire ces rochers-là et puis par la suite, à les concasser, à les passer dans des fours, etc., etc., etc. Et en fin de compte, on a le ciment tel que voilà, commercialisé, d'accord, dans les drogueries, dans les magasins. Bien sûr, au fur et à mesure que cette cimenterie va exercer son activité, voilà, elle va creuser, elle va puiser dans des gisements. Et donc, au bout, par exemple, de 40 ans ou de 50 ans d'exploitation, ça y est, il n'y a plus de gisements. Ça fait, tous les gisements
je dirais, de matières qui rentrent dans la fabrication du ciment sont épuisées. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? La cimenterie doit fermer ou bien il va aller ouvrir dans une autre zone. Sauf que, généralement, les cimentiers, ils s'engagent dans le cahier de charge à réhabiliter la région dans laquelle ils vont investir une fois l'exploitation sera terminée. Mais quand vous le réhabilitation, c'est des frais. Il faut fermer maintenant les gisements. Voilà, d'un point de vue environnemental, d'un point de vue de sécurité des habitants et tout, voilà, ça doit être terrassé de façon convenable. Dans le cas de Charles Matalan, la société de ciment, il s'est engagé Matalan à, je dirais, construire des résidences, à installer des jardins, des choses comme ça. Et donc ça coûte de l'argent. Et donc, à la fin du projet, dans certains cas, on peut être amené à dépenser de l'argent. C'est pour ça j'ai mis que, des fois, on peut dépenser de l'argent à la fin du projet. Donc, il faut le prendre en considération dès le départ. Le projet d'Yali, je vais commencer à évaluer la rentabilité de mon projet. Je dois être en mesure d'évaluer l'ensemble des flux de recettes et également les flux de dépenses. Même ceux qui vont intervenir potentiellement à la fin du projet dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Une cimenterie, alors c'est un projet qui va s'étaler sur 50 ou 60 ans. D'accord? Ce n'est pas un petit projet industriel de 4 ans, 5 ans. Ensuite, on a, bon, des fois, on peut s'engager dans des investissements comme ça. Beaucoup de gens, ils se réveillent de bon matin, ils se disent, voilà, je vais créer ma propre boîte, comme ça, sans y réfléchir, sans avoir les compétences nécessaires, sans avoir les ressources financières nécessaires pour engager ce projet d'investissement. Donc, une petite somme, voilà, je vais m'engager, oui, Allah. Sauf que, bien sûr, on est bien d'accord. Mais, ce qu'on est en train d'étudier, il faut vraiment évaluer au préalable la rentabilité du projet, d'accord? S'assurer que le projet est rentable. Et ensuite, avant d'engager le projet, s'assurer de disposer des ressources financières nécessaires pour engager le projet dans sa totalité. Il y a maintenant, je commence la construction de mon usine, dans ce que j'ai dépensé auparavant, je n'ai pas la possibilité de les récupérer. C'est pour ça que je vous dis que la décision d'investissement, il est vraiment important. Pourquoi? Parce que c'est une décision qui va engager l'entreprise sur du moyen et sur du long terme même des fois. C'est une décision qui se caractérise par des dépenses presque certaines, mais par des recettes qui sont incertaines. Et aussi, c'est une décision qui est généralement irréversible. Ça, une fois que je me suis engagé, c'est difficile de faire des pas en arrière. Dites qu'elle selon maintenant des normes bien précises, bah, admettons que je m'arrête, je n'ai plus la possibilité de continuer le projet ou je n'ai plus envie de continuer dans ce projet-là. C'est pas facile de retrouver un repreneur. Ça y est, moi je suis engagé dans un projet qui ne va pas intéresser tout le monde. Et donc la décision d'investissement par là, c'est une décision qui est irréversible et c'est pour ça qu'il doit être bien réfléchi avant d'engager ou avant de commencer à engager des fonds. Donc dès le départ, il faut qu'on puisse être en mesure de chiffrer, d'évaluer, d'estimer les différents flux et de pouvoir se prononcer au préalable sur la rentabilité économique du projet d'investissement et sur la capacité de l'entreprise ou de l'entrepreneur à mobiliser les ressources financières nécessaires pour la réalisation de ce projet. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Non, monsieur, c'est compris.
Ok, donc là, voilà, je vais m'arrêter là pour cette séance-là d'aujourd'hui. Donc la séance prochaine, on va attaquer, Inch'Allah, les paramètres de la décision d'investissement, qui sont au nombre de 5, la dépense d'investissement, l'exploitation prévisionnelle et